Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux réactions en solution et plus particulièrement à l'organisation des réactifs dans les solutions. Donc on va voir plusieurs types de molécules qui peuvent se former en solution. Donc d'abord sur l'exemple de la complexation, donc on va définir ce qu'est un complexe, c'est fondamental en chimie de bien comprendre ce qu'est un complexe. Et puis ensuite on verra les précipités. Donc les précipités, voilà, autre édifice qu'on rencontre assez souvent en solution, qui va même former sa propre phase dans la solution aqueuse. Dans un dernier temps, on verra quelques applications de façon à mieux cerner ces concepts. Donc pour commencer, je vais vous parler de complexation. Donc les complexes, c'est fondamental dans énormément de domaines de la chimie, ça va jusqu'à la biologie, c'est les molécules qui sont responsables d'une grande partie de la couleur, tout simplement. Donc je vais expliquer un peu pourquoi est-ce que ces molécules, enfin pourquoi et comment ces molécules sont faites et en quoi on peut les étudier. Donc un complexe, pour commencer, si on définit rapidement ce que c'est une organisation de molécules donc composées de ligands. Donc les ligands, je vais détailler ce que c'est, et de un ou plusieurs centres métalliques. On peut dire, allez, un centre métallique. Là, ici, en chimie, les complexes simples qui vont nous intéresser sont des complexes avec un seul centre métallique. Ok. Donc déjà, un ligand. Qu'est-ce qu'un ligand ? Donc par définition, un ligand, c'est une molécule, en général qui sera petite, mais il existe des ligands qui sont assez importants, voire énormes, si on va en biologie. Donc c'est une molécule qui possède un doublet non liant. Donc là, normalement, si je dis ça, vous avez un synonyme enfin la définition exacte de ça, en fait, qui doit vous venir en tête. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Bon, je pense que vous avez trouvé. Un ligand, en fait, c'est une base de Lewis, tout simplement. Alors, évidemment, toutes les bases de Lewis ne seront pas des bons ligands. On va avoir des ligands qui sont exceptionnels et des ligands qui seront moins bons. Donc, si je donne ici quelques ligands classiques, évidemment, le plus classique qu'on peut citer, c'est H2O, 2 doublets non liants. Donc, H2O peut participer à de la complexation. Bon, si je veux vous donner un exemple de H2O, d'un complexe avec H2O, on peut par exemple donner les complexes de cuivre solvatés dans H2O. Donc ça va avoir cette organisation. Et ça, normalement, cette espèce-là, vous ne l'avez jamais écrite comme ça, peut-être, vous l'avez jamais écrite sous cette forme-là. Mais en fait, ça, c'est la forme complexée du cuivre Cu2+. Donc, si vous mettez Cu2+ en milieu aqueux, vous écrivez ça Cu2+ aqueux, en fait, c'est ça qui va se former dans votre milieu, majoritairement. Et ça, grâce à différents transferts électroniques, vous allez avoir une couleur bleue qui va se dégager si vous avez ici de la lumière dans le système. Donc les complexes, ils vont être responsables de transitions électroniques à la suite d'échanges, en fait, d'échanges de charges et de multiples questions de polarité à l'intérieur de l'organisation qui vont générer tout simplement ça va générer des désexcitations qui correspondent à des longueurs d'onde lumineuses. Voilà. Donc là, j'ai cité H2O, mais je peux citer un autre ligand assez classique. Cn-. Donc je rappelle rapidement la forme de Lewis de Cn-. Bon, ça vous le savez, j'imagine. Donc Cn-, c'est aussi un bon ligand, c'est ce qui en fait d'ailleurs un poison également. En fait, toutes les bases de Lewis vont être des ligands. Donc ici, ça c'est un complexe qu'on va rencontrer, mais qui ne sert pas à grand-chose. Il y a aussi des complexes qui sont très utiles. Exemple, celui-ci. Donc ici, on remarque l'atome de rhodium.
Donc, ce complexe-là, on va l'appeler le complexe de Wilkinson, donc du nom de celui qui l'a découvert. Et ce complexe permet de faire énormément de réactions qui ne sont pas directement à notre portée dans ce cours, mais permettent de faire des réactions en chimie organique qui sont très intéressantes, et en particulier en polymérisation. Trêve de bavardage, est-ce qu'on a des constantes thermodynamiques pour définir la formation de ces édifices et calculer les concentrations en solution? Donc évidemment, la réponse est oui. On dispose de plusieurs types de constantes pour qualifier la formation de ces complexes. Donc je vais en donner plusieurs. Donc déjà, on a ce qu'on appelle le bêta. Le bêta, c'est la constante la plus simple. En fait, le bêta, c'est ce qu'on appelle la constante de formation totale. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais prendre un exemple. Je vais prendre ici Cu OH2,6 de plus, donc celui qu'on a défini, le complexe qu'on a donné juste avant. Donc si je m'intéresse au bêta de ce complexe-là, finalement, qu'est-ce que j'ai en équation? Je vais écrire la réaction qui a amené à la complexation. Ici, la réaction de complexation, ça va être Cu2 plus 6 H2O donne Cu OH2 6 de plus. Ça va, vous êtes d'accord avec cette réaction? Cette réaction, elle a tout simplement comme constante bêta. Donc cette constante bêta, elle sera donc égale à Cu OH2 6 de plus. À chaque fois, bien entendu, c'est des activités. Mais ça, je pense que vous êtes familier avec cette notion. On prend les activités, mais on les assimile aux concentrations quand les concentrations ne sont pas trop fortes. Donc on aura ça pour le complexe complètement formé. Et puis, on trouvera ici la concentration de Cu de plus. Et rien d'autre dans la mesure où H2O ici ne va pas apparaître puisque son activité vaut 1. Bon. Donc plus généralement, là ici j'ai fait sur un exemple, mais si je m'intéresse, ce qui n'est pas vraiment plus compliqué, mais si je m'intéresse à métal, donc centre métallique, plus N ligand donne métal ligand N, okay, donc qui est la formation, l'équation de formation générale d'un complexe. Alors je peux définir une constante bêta avec bêta qui va être égale à la concentration du complexe, enfin l'activité du complexe, peu importe, divisé par le ligand et le cation. Voilà. Donc ça va pour bêta, vous voyez, ça c'est très simple. Malheureusement, ce n'est pas la seule constante qui existe. Voilà. Donc je vais vous parler des autres constantes qu'on peut rencontrer. Dans les sujets, il faut mieux savoir à quoi elles correspondent, parce que sinon on a vite fait de faire n'importe quoi. Donc parmi les constantes qu'on a dans la complexation, on rencontre aussi les Kd et on rencontre également les Kf. Donc les Kd, on appelle ça les constantes de dissociation. Donc en général, on a Kd qui est égal à 1 sur bêta. Donc on prend juste en fait la réaction inverse, donc qui est la réaction de dissociation. Et par contre, au niveau des Kf, là, alors pourquoi je mets un petit i? Parce qu'en fait, on va définir que le bêta, c'est le produit des Kf avec ici, donc si je reprends mon complexe MLN, donc avec ici les constantes de formation qui sont égales, si je prends par exemple Kf, oui c'est ça, Kfi, Kfi, ça va être la constante de la réaction qui au complexe Ml I-1 associe un ligand de plus. Tout simplement. Je vérifie, oui, c'est bien ça. Donc là, si je fais un exemple avec I égale 1, par exemple, le Kf1, donc la première constante de formation, ce sera bien le métal plus un ligand donne Ml. Donc vous voyez que là, on a cette formule-là. Bon, juste... Ça, c'était pour que vous ne fassiez pas avoir, que vous ayez ça quelque part en tête. D'accord? Bon, passons tout de suite à la précipitation. Je n'ai rien de plus à dire sur les complexes, mais vous verrez qu'on en reparlera à la fin de cette vidéo.
Donc quel lien entre ce dont on va parler tout de suite, à savoir les précipités, et les complexes dont on a parlé juste avant? Ben, les complexes sont des édifices qui vont être solubles en solution. Les précipités, eux, vont, comme leur nom l'indique, hein, précipiter. Autrement dit, ils vont faire une phase solide. Donc ici, si on s'intéresse à la précipitation, donc on s'en rend compte assez rapidement, expérimentalement, hein, c'est quand on a la formation d'une phase solide en solution. Donc ça, en quoi ça nous embête? Ben, le problème est simple. Du moment où on commence à avoir l'apparition d'un solide, on ne va plus pouvoir travailler sur les considérations habituelles qui sont les concentrations des espèces pour définir les proportions de la formation de ce solide. Donc il va falloir ruser, il va falloir trouver un autre critère en fait, pour mesurer la formation de ce solide. Et ce qui va nous intéresser ici, donc critère de contrôle pour la formation de ce solide, ce sera la solubilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez évident. Si on met dans une solution des perdions, à un moment, si on surconcentre, ils vont s'associer. C'est un peu le principe du sel. C'est si on met du sel dans une casserole, ça va se dissocier, se dissocier, et à un moment, ça ne pourra plus se dissocier parce que votre chlorure et votre sodium vont être trop concentrés en solution. Donc là, ça va être un peu le même principe. Dès qu'on va atteindre la limite de solubilité, donc la limite de solubilité des ions, alors ensuite, on aura formation d'un solide. Donc en fait, cette solubilité va être définie par une constante qu'on va appeler le Ks. Vous voyez, à chaque fois, on a des constantes thermodynamiques pour faire tout ça. Donc, ce n'est pas au hasard la formation de tous ces objets. On a des constantes thermodynamiques qui nous garantissent la formation de ces édifices. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, le Ks. Donc, les règles pour bien comprendre ce qu'est le Ks. Donc, parmi ces règles de solubilité, on peut citer la première. Alors, ce n'est pas des règles comme ça qu'il faut apprendre par cœur, mais il faut savoir comment ça marche la solubilité. Donc, c'est si un solide est en solution, donc ici un solide, à chaque fois je dis solide, mais en fait c'est précipité. Je vais mettre précipité. Donc, si un précipité se forme, ou est en solution, Ks est vérifié. Donc là, si je dis ça, vous allez me dire, oula, alors, Ks, parce que des fois il n'est pas vérifié. Bah oui, en fait, des fois, il n'est pas vérifié. Donc Ks, ça va être le produit des concentrations des ions qui participent à faire le solide. On va faire un petit exemple. Si je m'intéresse à FeOH3. Là, je vais faire appel à vos connaissances de collège, si je veux être gentil. Donc, les connaissances de collège ici nous disent que FeOH3 est un précipité de couleur rouille. C'est un précipité de fer 3, donc de couleur rouille. Donc, rien à voir avec FeOH2, qui lui est un précipité vert. Donc, FeOH3, bon, sa réaction de dissociation, ça va être la réaction suivante. Fe3+, plus 3OH-. Donc là, si on prend l'analogie du sel, je vais mettre du FeOH3 dans le milieu, et puis à un moment, ça va arrêter de se dissocier. Ça va arrêter de se dissocier, et je vais avoir des concentrations ici qui seront dites saturées. Bon. Là, je vais faire le raisonnement inverse. Je vais dire que le précipité s'est formé, autrement dit, j'ai formé le solide, et donc, ça veut dire que je suis arrivé à saturation des concentrations de Fe3+, et de OH-. Donc ici, en fait, je peux définir ce qu'on appelle le Ks. Donc ici, si je veux être tout à fait correct, il faudrait que je mette une petite double flèche. Donc je peux définir le Ks, et je peux dire que si Ks vérifié, donc Ks c'est une donnée thermodynamique, ça vaut quelque chose. Donc si Ks vérifié, j'ai Fe3+, multiplié par OH- à la puissance 3, qui va être égal à Ks. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. C'est le premier cas, le cas où on a un précipité qui s'est formé. Maintenant, il y a un deuxième cas, c'est si on n'a pas de précipité. Alors, si on n'a pas de précipité, on est dans le cas où Ks n'est pas vérifié.
Voilà, et ça c'est important de le préciser parce que ça veut dire que les concentrations de Fe3+ à l'équilibre, oui, c'est vrai que si je voulais faire ça correctement, ce qui est le cas, je vais essayer de mettre quand même les bons indices. Hein. Donc ici, ça veut dire que la concentration de Fe3+ à l'équilibre multipliée par la concentration en hydroxyde à l'équilibre à la puissance 3 est inférieure à Ks. Alors pourquoi inférieure? Tout simplement, je ne suis pas arrivé à saturation sur ces espèces chimiques. Donc je n'ai pas assez d'espèces chimiques en solution pour avoir la formation d'un solide. Ça va? Donc évidemment, alors ce sera vrai aussi dans l'autre sens. C'est si jamais j'ai Fe3+ multiplié par OH- à la puissance 3 qui est inférieur à Ks, alors je ne vais pas non plus faire de précipité. Hein. Donc je peux le comprendre dans les deux sens, à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important parce que quand on va étudier la formation d'un solide, en fait, soit il se forme, soit il ne se forme pas, et c'est deux régimes qui vont être différents. Donc des fois, il faudra faire des hypothèses, et des fois, il faudra lire suffisamment bien la consigne pour comprendre si on vérifie ou pas Ks. Bon, on va tout de suite passer à un exercice d'application pour mettre en pratique les concepts de complexation et de solubilité. Donc on va s'intéresser à une solution avec des ions aluminium. Les ions aluminium pouvant faire à la fois des précipités et des complexes. Donc ici, je vais prendre une solution, prendre une solution basique. Donc une solution qui va contenir des ions Al3+. Donc on peut apporter par exemple avec AlCl3, hein, qui est un réactif qui se dissocie complètement dans l'eau et qui va nous donner Al3+. Donc je vais prendre une concentration de 2 × 10 - 2 mol par litre. Je vais, donc comme prévu, hein, une solution basique avec des ions H+, ici qui vont être à 10 - 1 mol par litre. OK. Et maintenant, je vais vous donner les données thermodynamiques. Donc, à savoir, bon, évidemment, il y a d'autres choses dans la solution. Il y a aussi les contre-ions de OH-, il y a les contre-ions de Al3+. Là, je mets que les informations importantes. Okay. Mais dans la pratique, là, j'ai mis de la soude, donc j'ai mis NaOH, et puis là, j'ai mis AlCl3. Donc, j'ai aussi du chlore à 2 × 10 - 2 mol par litre et du sodium à 1 × 10 - 1 mol par litre. Mais, non, vous en faites pas. C'est pas que il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc ça, c'est voilà, la solution que j'ai au début. Et j'ai dit que j'allais vous donner les données thermodynamiques. Donc ici, je vais vous donner ce qu'on appelle le pKs. Donc c'est moins log de Ks, tout simplement. pKs de AlOH3, hydroxyde d'aluminium, qui va être l'espèce qui est le précipité. C'est pour ça qu'on va parler de solubilité. Hein. Donc ça vaut 33,5. Et je vais vous donner le log bêta. Donc il va être le logarithme de bêta, on a dit la constante de complexation, hein, d'un complexe qui est AlOH4-. Et ce complexe, il se forme avec une constante de formation de... Enfin, le log bêta vaut 33,4. OK. Donc est-ce que vous êtes capable avec toutes ces informations de me donner la valeur du pH à l'équilibre? Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut être un peu méthodique. Bon, déjà, première chose, le pH, qu'est-ce qu'il vaut au début? On regarde le problème, H au moins 1 × 10 - 1 mol par litre. Donc on sait que d'après le KE, j'ai H+ en solution, au début, hein, je veux dire avant la réaction, j'ai H+ en solution qui va valoir 1 × 10 - 13 mol par litre. Donc on a un pH ici de 13. Donc on est très basique. A priori, on va avoir une réaction avec les ions de l'aluminium, donc on va avoir un pH qui va tendre vers la diminution. D'accord? Donc ici, allez, je vais commencer à faire les calculs. Il y a deux régimes possibles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on fait partie de ces cas où il va falloir faire des hypothèses. Donc, moi, je vais faire une hypothèse. Je vais faire exprès de faire une hypothèse qui n'est pas juste. Hein. Ça, vous allez voir comment on peut se rattraper. Je vais faire l'hypothèse du KS non vérifié. Hypothèse KS non vérifiée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais supposer que je n'ai pas de formation de AlOH3. Je vais dire, OK,
Je mets ça en solution, ça va faire AlOH4- et c'est tout. Donc on va voir très rapidement que ça se démonte facilement. Donc ici, ça veut dire que la seule réaction que j'ai en solution, c'est OH- plus Al3+, avec le bon coefficient stoichiométrique, va donner cette espèce-là. Donc si jamais j'ai ça qui est non vérifié, alors j'ai qu'une seule réaction à étudier, c'est celle-ci. Al3+, plus 4 OH- donne AlOH4-. Et ça, on se rappelle que la constante de cette réaction, c'est bêta. Donc du coup, c'est facile. Là, on aurait tendance à dire, j'ai une concentration ici. Donc ça, qu'est-ce que je pourrais dire avec ça? Je pourrais dire que ça, par exemple, ça, je peux l'appeler, si je veux simplifier, pas me balader avec des chiffres. Ça, je peux appeler ça C. Du coup, ça, ce serait C sur 5. Donc ici, C sur 5 à l'instant initial, donc dans mon tableau d'avancement. Initial et la EC. Donc j'ai C sur 5 d'aluminium au début. Là, de OH-, je vais avoir C. Ça, j'en ai pas au début. Et dans mon état final, il va falloir que je traduise les proportions de chacun. Donc ici, bêta, on a dit que c'était 33,4 son log. Donc a priori, ça vaut 10 puissance 33,4. Ça, c'est total de chez Total. Donc ici, j'ai tout consommé. Avec un avancement Ximax de cette réaction. Bon, ici, j'ai écrit en concentration, mais Cmax, si je prends une concentration, allez, je vais appeler ça Cmax, c'est pas très correct, mais c'est pas un souci. Donc C sur 5. Ici, je me rends compte que la soude, elle va donner, les hydroxydes C sur 5, et là, pour le complexe, j'ai aussi C sur 5. Bon. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où j'ai pas de solide. J'ai juste cette réaction, et j'ai fini. Donc ici, je vais calculer bêta, maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir epsilon. Donc du coup, là, dans mon expression, ce sera tout simplement C sur 5, la concentration ici. Donc de AlOH4-. Là, j'écris le bêta. C sur 5 exposant 4 pour les OH-, et puis ici, epsilon. Donc finalement, je me rends compte que epsilon, je peux l'exprimer facilement à partir de bêta. Epsilon, il va valoir dans ce cas, donc je vais écrire ça comme ça, C sur 5 à la puissance 3 fois bêta. Voilà, donc ça c'est réglé. Et maintenant, je vais vérifier. Et là, vous allez voir que ça va poser problème. Donc vérifions que, qu'est-ce qu'on veut? On veut Al3+, OH- à la puissance 3 cette fois, parce que maintenant c'est le KS qu'on va vérifier. Donc ça doit être inférieur au KS, dans la mesure où il n'est pas vérifié, alors forcément c'est inférieur. Et alors évidemment, on va arriver sur quelque chose qui n'est pas correct, puisque là, ici, cette valeur-là, ça va être epsilon. Ici, cette valeur, ça va être C sur 5 à la puissance 3. Et je ne vais pas écrire ça puisque c'est pas bon. Mais donc du coup, ça vaut quoi? Epsilon, ça vaut 1 sur bêta, tout simplement. Et 1 sur bêta, si je fais l'application numérique, je me rends compte que ça fait tout simplement 10 exposant moins 33,4. Vous voyez que là, avec ici 33,5, on a bien quelque chose ici qui n'est pas inférieur. Donc ce n'est pas inférieur à 10 exposant moins 33,5. Donc en fait, on est allé trop vite, tout simplement. On vient de montrer que KS non vérifié, ce n'était pas possible dans les conditions de l'exercice. Voilà ce qu'on vient de montrer. Autrement dit, ça veut dire KS est vérifié. Donc je vais traiter le problème différemment, et vous allez voir que là, en 2 minutes, on va avoir la solution. Mais ça, c'était l'étape en fait qui était compliquée, parce que de prouver que KS n'était pas vérifié, c'était pas si simple. Donc maintenant, si je considère tout simplement KS vérifié, je sais que dans mon état d'équilibre, a priori, j'ai prouvé que KS n'était pas non vérifié, donc KS va être vérifié. Ici, je précise que là, c'est absurde, du coup, tout ce qu'on a fait, ça compte pas. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire réagir Al3+ avec OH-. Je vais former le solide.
Et ensuite, je vais dissocier ce solide, enfin, je vais ajouter OH- pour obtenir le complexe. Donc, a priori, là, j'ai ma concentration C sur 5. Ma concentration C. Voilà. Et dans mon état final, du coup, je vais avoir encore epsilon. Évidemment, ce n'est pas le même qu'avant. Ici, 2C sur 5, C sur 5. Si ça vous échappe, je vous invite à refaire l'exercice. Hein, et comme ça, vous verrez pourquoi je mets ces coefficients-là. Et ensuite, du coup, je vais considérer une deuxième réaction. Donc ça, c'est la première réaction donc, de constante Ks. Parce que là, cette fois, le Ks est vérifié, donc je peux l'utiliser. Hein. Et là, ici, je vais avoir constante Ks sur Ks, si je veux être tout à fait exact, parce que ça va être le produit des réactifs. Hein. Et puis ici, ça va me donner AlOH3 plus H au moins donne AlOH4-, et ceci avec une constante bêta de formation. Donc là, je vais réutiliser les valeurs que j'ai au-dessus. Alors C sur 5, là vous allez me dire, là il a fait une bêtise. Oui, c'est vrai que là j'ai fait une petite bêtise, hein, parce que C sur 5, ici j'ai un solide. Donc C sur 5, c'est pas très joli. Il faudrait que je fasse le tableau en quantité de matière si je voulais que ce soit vraiment correct. Bon, donc là, je vais tout multiplier par le volume, si vous voulez, pour que ce soit plus correct. Allez, voilà. Et puis à la fin, je repasserai en concentration, comme ça, ce sera propre. Et ici, j'ai donc comme concentration 0 au début. Et à la fin, je vois que quand ma réaction avance, ici, je vais avoir CV sur 5 moins xi, 2CV sur 5 moins xi, et là xi. J'ai deux inconnus. Epsilon ici, qui est une inconnue. Et puis xi, qui est une inconnue. Et puis cette fois, j'ai deux constantes. Tout à l'heure, j'avais qu'une seule constante, une seule inconnue. Là, j'ai... Voilà. Bon. Donc oui, alors je tiens à corriger un petit quelque chose. Là, j'ai mis bêta. Bon, donc là, les plus perspicaces ont remarqué qu'en fait, ce n'est pas du tout bêta. Ici, ça va être une constante K. On va la déterminer rapidement d'ailleurs. Vous voyez que là, c'est le solide donne le complexe. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Donc ici, je tiens à préciser qu'en fait, ça, c'est la somme de deux réactions. Hein. C'est celle-là dans le sens inverse, d'accord, plus la complexation classique. Enfin, je vais préciser du coup. Là, si je m'intéresse à la constante K, elle vaut AlOH4- sur OH-. Et en fait, ça, c'est exactement la même chose que AlOH4- sur Al3+, OH4, OH- à la puissance 4 multiplié par Al3+ en concentration fois OH- à la puissance 3. Donc autrement dit, là vous aurez compris que je fais toutes les simplifications. Ça, j'identifie, ça c'est bêta, on le reconnaît, hein, et lui, c'est Ks. Donc en fait, ma constante K ici, ce n'était pas bêta comme je l'avais noté, mais c'est bêta Ks. Et du coup, c'est bon. Hein. On a deux constantes. A priori, là, elles se combinent. Ça nous fait comme si on avait une grosse constante. Pas de problème. Donc, dans un premier temps, on a bêta Ks qui vaut AlOH4- divisé par OH-. Ça, je rappelle que c'est un solide, donc on s'en fiche. Et tout simplement ici, on a Ks qui vaut la concentration de OH- à la puissance 3 fois la concentration en ion aluminium. Voilà. Et alors là, voilà. Bon, je ne vais pas faire toute la résolution, mais avec ces deux équations, qui sont les constantes de nos équations ici, vous remplacez tout simplement tout ce que j'ai mis entre crochets, vous remplacez ça par les grandeurs ici. Donc ça, bon, epsilon V, je vais prendre que epsilon, la concentration. Hein. Pour OH-, ce n'est pas celle-là qu'il faut prendre, mais celle-ci. D'accord? Donc ça divisé par V. Et puis là ici, l'aluminium. Et enfin, ça on s'en fiche dans la mesure où ça ne rentre pas dans les concentrations. Donc là, avec les grandeurs qu'il y a ici,
Vous allez pouvoir remplacer dans ces équations et trouver les grandeurs. Donc, vous pouvez poser une nouvelle variable xi sur v, si vous ne voulez pas avoir de problème. Et là, vous pouvez trouver epsilon sans problème. Donc voilà, j'arrête le calcul ici. Mais a priori, si vous calculez ici le POH, vous pourrez conclure sur le pH assez facilement. Bon, donc j'espère que vous avez bien compris là, les concepts qui ont été abordés dans cette vidéo. C'est ce qu'on voit à la fin de la chimie des solutions. Donc là, pour le coup, si vous avez bien compris tous ces concepts, après vous pouvez vous lancer dans des exos générales, enfin des exos qui sont généraux, des exos généraux sur la chimie des solutions, et ça ne vous posera aucun problème. Bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos.